Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Vidéo sur le X-T5, un appareil photo qui a l'air sympa, mais personnellement j'ai le X-H2, un Canon EOS R3 qui me filme ici en C-Log 3, 23,98 images par seconde. Et j'ai un A7 IV, voilà, pour un peu vous situer où je suis. Et du coup, si vous avez vu un peu mes vidéos, j'avais pas été très fan du X-T4 à cause de son autofocus, mais je suis revenu sur ce X-H2 parce que, au-delà des performances du X-H2S qui étaient vachement intéressantes, je me suis dit que ce serait plus intéressant d'avoir ça puisque c'était vraiment plus novateur pour moi que le X-H2S qui est un appareil photo qui a des performances très très bonnes, mais lui il a des choses nouvelles. Et pour le prix, je trouve que c'est un des appareils photo avec lequel je m'amuse le plus et qui a des très très bonnes capacités, même si mes autres appareils photo sont plein format. Lui, il fait du 8K, 40 millions de pixels et a des très bonnes petites optiques qui sont vraiment plutôt pas mal. Et aujourd'hui, l'autofocus est à niveau. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce sera un point de départ vis-à-vis du X-T5. Moi, quand j'ai entendu parler du X-T5, on j'ai tout dit, oui, il aura le même capteur que le X-H2, donc ce qui est le cas, et il a le même processeur. Je me suis dit, bon, du coup, ce sera l'ergonomie classique de chez Fujifilm qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, c'est pas que j'ai un problème avec, mais je ne trouve pas qu'elle soit supérieure, comme beaucoup de Fuji se trouvent, par rapport au PSM, parce que, par exemple, on n'a pas les modes custom qui sont disponibles sur des tels appareils photo, parce que bien évidemment, tout comme tout est physique, c'est fixé, et même en vidéo, on est obligé de passer sur un autre mode de fonctionnement pour avoir une vidéo qui est assez cohérente, pour par exemple se mettre en 1/48e de seconde, et donc on a un système AMOLED pour vidéo, et en photo, on se remet sur les roues, enfin, c'est le système que je trouve le plus pratique personnellement. Et du coup, on a aussi le problème d'avoir besoin d'incréments qui vont être via la molette, mais les vitesses entières seront sur la roue. Donc voilà, je trouve ça pas forcément très intéressant. Donc si ça vous amuse, moi j'ai aucun problème avec ça, mais moi ayant vraiment fait de l'argentique pendant assez longtemps, j'ai jamais trouvé l'expérience vraiment similaire, puisque bien évidemment on a un écran, et on n'a jamais réglé les ISO comme ça sur un argentique. Puis voilà, bon. L'ergonomie a ses avantages et ses inconvénients, mais là déjà, sur ce qu'on voit physiquement sur le X-T5, on a quelques petits problèmes. On a deux slots SD, enfin deux cartes SD, et certains d'entre vous diront, et je vais m'énerver si j'avais quelqu'un devant moi, je lui expliquerai gentiment pourquoi ça m'énerve. Les gens disent oui, mais les CF Express de type B, c'est beaucoup plus cher. Non. Pour des performances supérieures à une SD, mais pas forcément les meilleures des des CF Express de type B. Donc je vais refaire la même chose que j'avais fait sur ma vidéo du A7R5. Et ben voilà, vous voyez cette carte là, hop. Donc c'est une Angel Bird, hop, d'ailleurs c'est la même qui filme dans le R3, 512 gigabits, une base vitesse de 800 MO par seconde. Pour avoir les mégabits, vous multipliez par 8, puisqu'un bit, enfin un octet égale 8 bits. C'est 230 €. Donc une V90 que vous serez obligé d'utiliser sur le X-T5 pour avoir des bonnes performances, et ben elle coûtera à peu près le même prix. Voilà, donc arrêtez de dire que les CF Express de type B c'est plus cher. Après on peut dire oui les cartes mixées, oui, mais ça permet d'avoir des cartes plus performantes, mais en même temps avoir un backup avec le SD, donc un plan de secours. Ou si vous n'avez pas de carte, vous pouvez quand même en racheter une relativement facilement, et ça vous sauvera par exemple à l'étranger si vous ne pouvez pas commander sur internet. Mais le plus gros problème que j'ai avec ça, et on en reparlera en vidéo, c'est que ça va supprimer beaucoup de capacités qu'avait le X-H2 au profit d'enregistrements pas forcément les plus simples et les plus aisés. Et donc voilà, ça pose un petit peu des problèmes. Donc il y a un truc que je dois faire avec mon R3 et je reviens tout de suite. Ok, donc j'espère que l'appareil photo va pas se décharger en route, parce que voilà, mon Canon EOS R3 n'a pas plus de batterie, parce que
Ça fait depuis longtemps que je tourne la même vidéo à chaque fois. Et donc, du coup, on n'aura pas les mêmes performances en vidéo qu'un XH2, et même étrangement, en photo non plus. Donc on peut se dire, bah oui, on n'a pas la CF Express de type B qui permet des rafales très confortables au XH2, que ce soit en 15 images par seconde mécanique ou en 20 images électroniques. Donc voilà, mon Aputure M-Ser marche hein, après avoir tapé dessus, ce qui est assez étrange. Ouais, parce qu'en plus elle a encore beaucoup de batterie. Donc voilà. Du coup, on continue. Du coup, ça pose des problèmes. Et en fait, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que moi, j'utilise la SD sur mon XH2 et j'ai des meilleurs résultats que ce qu'annonce Fuji en rafale. Là. J'étais dessus, donc c'est en 15 images par seconde, on a 19 images. Si je vais sur mon XH2, hop, j'ai fait le test tout à l'heure, rafale RAW, plus JPEG non compressé, j'ai 68 images. Donc, d'où on arrive juste à 19 images. À part si Fuji a bridé exprès l'appareil photo. Ce qui est un petit peu dommage, c'est juste pour dire, voilà, on veut que le XH2, ça reste l'appareil photo supérieur des deux, et ben on va faire en sorte que du coup la rafale soit meilleure sur le XH2, puisque comme il a le même processeur, et utilise une SD, ça devrait marcher de la même façon. Donc après, peut-être que c'est une mesure, alors ce que j'espère, et ce qui serait bien, c'est que c'est une mesure de base avec une carte moyenne. Mais je pense que tout est calculé avec la meilleure SD qu'ils aient, parce que je ne vois pas l'intérêt de faire ça, puisque avec la CF Express de type B, c'est pratiquement avec les meilleures cartes qu'ils ont pu utiliser, qu'ils ont fait les tests. Donc voilà, déjà, niveau port, enfin de carte de ce côté-là, c'est un peu moyen. Mais du coup, le problème, c'est qu'on est sur le XT4 en fait, au niveau port, connectique, donc HDMI type micro D, là déjà plus problématique, alors qu'on a plein format sur le XH2, certes le boîtier est un petit peu plus petit sur le XT5, mais bon voilà, ça aurait été quand même bien, hein, même si c'est un appareil photo pour la photo et pas pour la vidéo, alors que lui il fait pourquoi hein. Enfin bref, on n'a pas non plus de sortie casque, donc il va falloir utiliser un dongle qu'on passe par l'USB-C. Et donc on a prise télécommande, donc comme sur le XH2, mais le XH2 c'est de l'autre côté, donc c'est plus pratique. Bon, ça c'est pas grave de ce côté-là. Et puis voilà, donc c'est un petit peu dommage pour moi d'avoir fait ce choix de prendre l'appareil photo et de dire bon là on enlève des trucs, mais on le fait payer plus cher puisque c'est 300 € plus cher qu'un XT4 pour les mêmes performances et juste un nouveau capteur. Et c'est juste 250 € de moins qu'un XH2 qui a des meilleures performances à peu près partout au final. Mais c'est un choix de Fujifilm. Mais après ils disent, bah, comme ils vous ont dit, c'est un appareil photo pour faire des photos. Bah non, puisque même en photo il est limité au final, hein, ce que n'est pas ou ce qui est moins le XH2 de ce côté-là. Et du coup, en 20 images par seconde, comme le XH2, on sera limité à 20 millions de pixels. Donc voilà, faites attention avec ça et du coup ce sera croppé. Hein. En 1.29 me semble-t-il. Et puis voilà, donc si vous êtes capable de vivre avec tout ça, vous voulez juste faire de la photo, vous voulez les 40 millions de pixels, le capteur est assez exceptionnel, l'autofocus est vraiment très très bon, et moi je vous recommande l'appareil photo, il utilise les mêmes batteries que le XH2, il a les mêmes performances que le XH2, il y a juste l'écran qui n'est pas orientable du coup sur le côté, donc si vous voulez un écran selfie, et ben c'est pas le XT5 qu'il vous faudra acheter. Mais bon voilà. Au-delà de ça, si vous préférez avoir un écran qui s'oriente vers l'arrière, vous faites surtout des photos, vous ne faites pas des photos de vous, ce sera un bon appareil photo pour ça. Il reste quand même que juste pour un appareil photo, 2000 €, c'est quand même vachement cher. Surtout que, à part les 40 millions de pixels et l'autofocus un peu meilleur, il fait pas grand chose de mieux au final qu'un XT4. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va passer à la partie vidéo, et là où le bas blesse, j'allais dire autre chose, mais j'ai pas dit autre chose, blesse encore plus, parce qu'on a des gros problèmes. Donc je vais aller directement dans les caractéristiques vidéo. Donc voilà, bien évidemment, on ne peut que enregistrer sur de la SD, ce qui limite beaucoup de choses, et du coup, on ne peut pas faire de ProRes. Donc on peut faire du RAW en externe, 6,2K, et du coup, c'est du crop 1.23, et d'ailleurs, tous les modes qui vont être oversamplés sur cet appareil photo vont être en crop 1.23. Donc 6,2K, DCI 4K, 17 neuvième, HQ et 4K HQ 16 neuvième,
seront tout le temps en crop 1.23. Ce qui veut dire que, encore, comment dire ça, pour encore plus l'handicaper par rapport au XH2, maintenant, cet appareil photo ne fait plus l'oversampling à partir du 8K. Donc la partie vidéo du XH2 sera de toute façon meilleure en oversampling et en qualité d'image que le XT5. J'irais même jusqu'à dire que le capteur du XH2 sera bien meilleur pour faire de la vidéo que, enfin en termes de netteté, hein, que le XT5, déjà que en rolling shutter il est bien meilleur que le XH2 et que du coup le XT5, mais du coup là on ajoute le fait que le max c'est 6,2K croppé et donc au final on n'aura pas de crop sur le XH2S, donc ce sera mieux d'utiliser un XH2S si vous voulez faire de la vidéo. Et on aura le 8K sur le XH2, donc qui donnera en termes de précision plus de possibilités au XH2. Et en plus, eh ben, on ne sait pas du coup si la dynamique est la même que celle du XH2 qui, pour rappel, est équivalente ou légèrement supérieure au XH2S si vous êtes capable de comment dire ça, si vous n'avez pas de problème avec le bruit qui vient avec l'appareil photo qui est légèrement moins bon que le XH2S et donc retouché dans certains logiciels, aussi bien le XH2 que le XH2S ont un bruit qui est vraiment très agréable et qui fait que c'est facilement retouchable sur par exemple DaVinci du coup. Mais donc là, je peux pas vous dire parce qu'on est en crop 1.23 et donc l'oversampling maximal ce sera 6,2K. Donc ça veut dire que le 6,2K que sort l'appareil photo n'est pas oversamplé comme celui du XH2 à partir du 8K. Donc à partir de là, voilà, l'image sera normalement d'une précision similaire au XH2S tout en étant sur un capteur, une définition un espace plus petit, donc possiblement un bruit moins bon que le XH2S. Voilà. Du coup, donc c'est dommage de ne pas avoir le ProRes parce qu'au final, c'est possible d'avoir du ProRes techniquement sur un XT5 ou un enregistrement SD parce que moi, sur mon enregistreur externe, je suis capable de l'enregistreur externe est capable de le faire avec une SD. C'est juste qu'on n'aurait pas le même bitrate, donc c'est dommage. On aurait pu faire en sorte que le bitrate fonctionne sur des SD. Et ça aurait été très bien. Parce que l'avantage du ProRes, c'est que c'est beaucoup plus facile à lire et à utiliser dans un logiciel de montage que ce que fait au final le H265, surtout en All-Intra et surtout celui des Fujifilm, parce que le All-Intra 422, donc on n'a pas accès aux 720 mégabits par seconde. Je pense que c'était trop limite pour une SD, même si en théorie c'est facile, c'est possible, parce que si on prend juste la limite V90, et donc je vous rappelle qu'il faut multiplier par 8 pour arriver au nombre de mégabits par seconde, le nombre de MO, et ben ça fait exactement 720, donc c'est peut-être trop limité pour faire le 720 mégabits par seconde, mais du coup il n'est pas accessible sur le XT5, donc une chose à savoir. Mais par contre quand même du H265 All-Intra 422 en 360 mégabits par seconde, c'est super dur à utiliser pour un ordi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir baisser plus bas le bitrate. Si vous voulez baisser plus bas, il faudra passer en long hop, mais c'est aussi le cas sur le XH2, sauf que le XH2 et le XH2S ont la possibilité de faire du ProRes. Donc voilà, c'est là où ils ont des possibilités qui sont un peu supérieures au XT5. Et donc voilà, ce sera à voir. Mais ça peut poser des problèmes à votre ordinateur. Donc on est, comme je vous l'ai dit, toujours en 1.23 en 6,2K jusqu'à la DCI 4K et on est à maximum 30 images par seconde. Par contre, on a quand même 24 images par seconde, ce qui est très bien, 25 et 23,98. Après, lorsqu'on passe à la 4K qui n'est pas oversamplée, là, cette fois, on n'a pas de crop, jusqu'à 30 images par seconde. Donc voilà, on est sur donc du coup on a le même nombre de mégabits par seconde, mais du coup lorsqu'on passe à 60 images par seconde, on a un crop de 1.14 et si on veut utiliser la stabilisation électronique, on est sur un crop 1.1 et du coup en 60 images par seconde ou en 50 images par seconde, ça s'ajoute au crop 1.14. Voilà, tout simplement. Et cette fois, on aura accès aussi au H264, parce que dans les modes oversamplés, on n'a pas d'H264, si, à part le 6,2K, on a accès au H264 en DCI 4K HQ, sauf qu'on est qu'en 8 bits, mais ça c'est le cas avec tous les Fujifilm au final.
Donc voilà, je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Hop, en high speed, on est sur tac 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 240, 120 images par seconde. Voilà, donc c'est comme le XH2. Donc de ce côté-là, c'est plutôt pas mal, hein. Par contre, on n'a pas le 720 mégabits par seconde, mais en HD, voilà, c'est ça que je pouvais dire comme problème. Le All-Intra 422 360 mégabits par seconde ne sert absolument à rien en Full HD. Donc ce sera plutôt plus intéressant d'utiliser le H265 Longop 422 en 50 mégabits par seconde. Et pourquoi ça? Parce que en fait, dans beaucoup d'appareils photo et surtout les Fuji, puisque vous pouvez choisir ce que vous voulez ici, et ben ce qui sera déterminant sur le poids de vos fichiers et donc aussi sur l'autonomie de l'appareil photo, c'est surtout le nombre de mégabits par seconde et le format dans lequel, enfin le codec que vous utilisez, plus que au final la définition spatiale de votre vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille pas de faire du All-Intra 422 à 360 mégabits sur ces appareils photo là. C'est un petit peu dommage, ils auraient pu essayer d'optimiser ça et de faire en sorte que, plutôt que de faire un copier-coller du XH2 et après de ne pas donner toutes les possibilités, de faire vraiment l'appareil photo qui, certes, soit de moins bonne qualité en termes de qualité vidéo pure, mais puisse donner des opportunités aux gens qui sont un peu moins professionnels et qui veulent un appareil photo comme le X-T5, d'avoir la possibilité d'enregistrer plus facilement peut-être dessus. Je sais pas. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le X-T5. Il en reste que ce sera quand même un très très bon appareil photo. C'est juste que pour moi c'est la première fois que Fujifilm fait un appareil photo postérieur à un autre en utilisant les mêmes caractéristiques et en l'abaissant autant en qualité. Bon, bah, certes, il y avait le XS10 par rapport au XT4, mais on était vraiment sur un appareil photo censé être de moins bonne gamme. Ce qui montre maintenant que la gamme XT, c'est vraiment la moyenne gamme, alors que le XT4, à l'époque, c'était le meilleur appareil photo que Fujifilm avait sorti. Je pense qu'ils essayent de ne pas reproduire la même erreur qu'ils avaient fait avec le XH1, mais ça se voit un peu trop, je trouve. Voilà, quitte à faire un appareil photo qui fait de la 6,2K, pourquoi pas avoir fait un nouveau capteur? Je sais que Fujifilm n'a pas forcément l'argent pour faire ça, mais pourquoi pas avoir fait un capteur, 33 millions de pixels par exemple, ou 32, et avoir prévu de la 7K, et avoir fait, au lieu de cette 6,2K 16 neuvième, de la 7K 16 neuvième, ça aurait donné au XT5 sa propre identité. Et bon, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir la 8K, parce que là, c'est clairement, il y a un choix qui a été fait. Je sais, c'est assez étrange. Enfin, je ne saurais pas dire pourquoi, je trouve ça étrange, parce que, de manière, linéaire, on va dire ça comme ça, les performances sont plus basses que le XH2, à la fois en photo et en vidéo. Et qu'est-ce qu'il y a dans un XH2 de plus que son processeur qui ferait qu'on aurait des performances supérieures sur le XH2 par rapport au XT5? C'est ça qui me fait me poser vraiment des grosses questions là-dessus. Parce que je me dis, oui, bah, c'est Fujifilm qui fait en sorte que l'appareil photo puisse pas faire mieux. Peut-être que c'est tout simplement le fait que l'appareil photo soit plus petit et qu'il puisse, le cas échéant, ait pu surchauffer, parce que apparemment le XT5, comme le XH2, ne surchauffe pas, mais peut-être que c'est le fait qu'il ait un boîtier plus gros qu'il puisse faire de la 8K sans surchauffer. C'est peut-être un compromis qu'il voulait pas sur le XT5, pardon. Du coup, il va être temps de finir cette vidéo. Ceux qui seront vachement touchés par cet appareil photo, bien évidemment, c'est ceux qui aiment l'ergonomie, on va dire, Fujifilm classique depuis le XT1. Après, voilà, moi je trouve quand même que, en fait, l'appareil photo serait bon au prix du XT4, je vais le résumer comme ça, mais vis-à-vis de ce qu'il fait, je trouve qu'il est un peu cher au prix de 2000 €, 300 € de moins, ce serait parfait pour cet appareil photo, et je verrai pas tous les problèmes qu'il a par rapport au XH2, mais le fait qu'il soit si proche du XH2 avec un prix qui est pas beaucoup plus compétitif, voilà, ça me pose un petit peu des problèmes. Et en termes comme je vous l'ai dit, de carte mémoire et de tout ce qu'il faudra utiliser pour le faire marcher, ça coûte pas beaucoup moins cher
qu'un XH2, puisque ça marche exactement sur les mêmes objectifs. Les cartes SD sont pas moins chères pour les performances maximales que vous voudrez pour l'appareil photo, alors que lui, il n'a pas besoin d'une CF Express de type B assez, enfin, vraiment énorme pour fonctionner à son plein potentiel. Et puis, c'est à peu près ce que je voulais dire sur l'appareil photo. Hein. Je ne dis pas qu'il est mauvais, je dis juste que c'est dommage quand même de payer un capteur 8K pour pouvoir juste faire de la 6,2K. Voilà, ils ont juste un peu, comment dire ça, un peu, ouais, coupé des tranches du XH2, remis des molettes dessus, et dit, voilà, c'est notre XT5. Mais il reste juste cette grosse bizarrerie de vraiment, c'est le même processeur, mais il y a clairement quelque chose qui s'est passé en termes de capacité sur cet appareil photo, parce que j'aurais juste tendance à dire que c'est des limites fait exprès par Fuji, mais que ça se passe de la même manière en photo et en vidéo, et il y a juste un truc bizarre. Après, c'est juste moi, peut-être moi qui me fais des films, et c'est juste Fujifilm qui a décidé de faire en sorte, bah, voilà, on va un petit peu baisser un petit peu tout, puisqu'ils sont embêtés hein, à travailler sur un appareil photo pour faire de la 6,2K, en croppant dans l'image pour plus avoir le oversampling du 8K sur le XT5 hein, quand même. C'est parce que ça demande quand même du travail de faire ça, plutôt que juste prendre le 8K et se dire pouf, on autorise juste à faire la 6,2K, mais qui sera quand même oversamplé de la 8K et de la 4K. Alors peut-être qu'ils se sont dit que ce serait quand même trop proche du XH2 et que bah, ça fait en sorte qu'ils en vendent pas assez. Voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cet appareil photo. Puis je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil en espérant que vous allez bien.